On est Dita Molière, donc l'association qui promeut l'utilisation de Dita en France, dans le monde francophone, mais pour soyons honnêtes, on est surtout entre Français, même si on voulait aller un petit peu plus loin. Euh, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi ça ne marche pas. Voilà, je ne sais pas, parti sur le bon slide. Voilà. Donc, juste pour rappeler donc, que l'association fonctionne avec un certain nombre de sponsors, et donc que je remercie ces sponsors-là, donc à commencer par WHP Language Y, que je représente, l'Université de Rennes 2, la société Componize, qui est un fabricant un éditeur de CMS, d'ITA, Expleo, John est là, c'est un service qui fait des services autour de Dita, en particulier des services de rédaction. Madcap Software, parfois connu sous le nom de Dixiasoft, qui est aussi un éditeur de CMS Dita. Fluid Topics, qui est un éditeur de solutions de publication Dita, mais pas que, Dita, et Amexio, qui est un architecte d'information, un intégrateur de solutions autour de Dita aussi. Donc je les remercie bien fort. Il y en aura des nouveaux qui vont nous rejoindre. On est en discussion avec 2 ou 3 pour nous rejoindre. Donc restez bien connectés et prenez en compte ces sponsors qui nous aident à vivre. Donc c'est important pour nous. Quelques événements sur les activités. Donc, on a fait notre conférence annuelle en 2025. Je pense que certains d'entre vous étaient présents à Paris. Nous étions une soixantaine, je ne sais plus exactement combien, entre 60 et 65. Fort de ce succès, on a décidé que la prochaine, et de l'enquête qu'on a menée par la suite, on a décidé que la prochaine aurait à nouveau lieu en janvier, vers la fin janvier, en 2026, et qu'elle aura à nouveau lieu à Paris. Le lieu est encore à définir, mais voilà, gardez déjà votre point, et on se sera certainement aussi un lundi comme la précédente, puisque l'enquête avait dit que ça convenait à la majorité des gens. On a un nouvel événement qui s'appelle Dita en terrasse. Alors, vous avez peut-être vu, on vise au mois de juin, ça reste à définir exactement quand, sur trois villes pour l'instant, d'essayer de regrouper les communautés de gens qui utilisent Dita. Donc l'idée c'est de faire un after work, c'est-à-dire de se réunir dans un lieu, de partager, de se connaître, expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait avec Dita, qu'est-ce qu'on fait ou avec notre relation avec Dita, même si la relation n'est pas forcément quotidienne. Et puis après d'aller manger ou d'aller boire un coup tous ensemble. Voilà. Donc celle de Aix a été invitée par Componize qui va héberger la réunion et qui va après disons organiser le repas. Les repas chacun doit payer sa part. Hein. C'est pas sponsorisé par l'association. Malheureusement, on n'en a pas les moyens. Celle de Paris est en cours de discussion et celle de Rennes aussi. Elle aura lieu, ce sera hébergé par l'université en principe. Et puis après, nous irons manger, comme il se doit en Bretagne, une crêpe tous ensemble, crêpe et galette tous ensemble. Voilà. Donc ça, c'est courant du mois de juin. Restez bien connectés sur LinkedIn. Vous verrez passer ces événements-là. Et le prochain événement est prévu fin mai. Le prochain webinaire est prévu fin mai sur la revue du contenu. Donc, quand on rédige le contenu, comment on partage la revue avec les différents opérateurs qui interviennent dans cette phase de revue, qui peuvent être d'autres technical writers, qui peuvent être des experts, qui peuvent être des gens de regulatory affairs, des legal, il peut y avoir un certain nombre de personnes qui participent à la revue. Voilà, comment en bon français, streamliner cette revue pour qu'elle fonctionne bien. Voilà, donc ça c'est le prochain. Je ne sais pas, on a fixé la date, Marine, tu sais me dire, je ne me souviens plus, je suis. On avait une date, je crois, mais je n'ai plus en mémoire. Voilà. Donc, Mais c'est fin mai, oui. On voilà, fin communiquera dessus mai. très prochainement. Et l'idée, c'est de le faire aussi à 17h, comme celle-là, pour voir. Jusqu'ici, nous le faisions à 13h.
avec un succès limité. Donc, on a dit, on va le faire. Donc, la prochaine sera encore à 17h fin mai. Et après, disons, 10 temps en terrasse. Et puis, on profitera tout naturellement des congés de milieu d'année pour reprendre peut-être les webinaires en septembre ou en octobre. Voilà à peu près le programme. S'il y a des suggestions d'ailleurs, si tous les gens veulent, si des gens veulent présenter des webinaires, qu'ils en profitent et qu'ils s'adressent à nous. Vous avez sur notre site web, vous avez le formulaire de contact. Vous avez peut-être vu aussi, si vous avez suivi un petit peu le site web, il y a des articles qui commencent à arriver. Alors, des articles qui sont en français, bien évidemment, certains qui sont d'origine, qui ont été nativement écrits en français et qui sont publiés sur notre site web, et d'autres qui sont qui sont des traductions d'articles en anglais réalisés par nos partenaires des universités. Donc, on travaille avec 2-3 universités où les étudiants qui doivent faire des stages disons, des travaux pratiques de traduction participent à cette traduction. Donc, voilà, on a un flux, je pense qu'il va s'intensifier après l'été, mais on a un flux d'articles qui vont arriver voilà, au départ sur la vulgarisation autour de DITA, et puis plus on va aller, je pense, plus on va rentrer dans du contenu plus spécifique, plus détaillé sur DITA. Est-ce que j'ai oublié des choses, Marine, ou j'ai vu que John et Gaspard nous avaient rejoints? Est-ce que j'ai oublié des choses par rapport à ce qu'on avait dit? Non? Je- Non, Non. c'est bon. Voilà. Comme il y a une vague de chaleur, peut-être que j'ai perdu un petit peu le fil. Ok, très bien. Eh bien, écoute, je crois que c'est le moment de te passer la main, Philippe. J'espère que tu peux partager ton écran. En principe, Je vais le partager dans un instant. En principe, j'ai paramétré pour que tu puisses le faire. Voilà, ça a l'air Voilà. d'être. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit ton écran. Ok. Voilà. Alors, je vais juste déplacer ceci. Bon, Voilà. juste pour la partie logistique, si vous avez des questions à poser, on n'est pas très nombreux. Soit vous posez la question, soit vous levez la main. Vous trouverez dans les icônes en haut, vous trouvez un élément pour lever la main. Voilà. Et puis on donnera la parole. Voilà. Je me tais à partir de maintenant. Bon, écoute, je vais prendre le relais. Bonjour à tous, donc Philippe Zengoni, donc je suis expert norme à Sonovision, et après en avoir discuté notamment avec Jean-Luc, on s'est dit pourquoi ne pas proposer une présentation pour découvrir et comparer deux univers de documentation modulaire structurés que sont DITA et la 1000D. Donc parmi vous, je pense qu'il y a une majorité des gens qui connaissent DITA, donc on va plutôt s'attaquer sur le côté S1000D pour voir un petit peu justement comment fonctionne l'approche 1000D de la documentation structurée modulaire. Donc, comme le disait Dominique, moi je suis prêt à interrompre si vous avez des questions. Effectivement, on est dans un comité qui permet justement ce genre de choses, donc n'hésitez pas à en profiter. Mais on aura également un espace questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, j'ai juste 2 slides pour introduire. Le premier, c'est d'introduire ma société. Donc, on est une société spécialisée dans l'ingénierie de projets et de documents qui travaille principalement avec l'industrie aéronautique et militaire, les industries aéronautiques et militaires, mais avec également d'autres types de clients. Et on intervient principalement sur de la mise en œuvre de documentation structurée. Donc, on a des agences dans toute la France et moi-même, de mon côté, je suis expert norme, donc je suis basé à Aix-en-Provence, mais j'ai un rôle transverse, donc en général, Aix-en-Provence, c'est toujours la place où je suis le moins souvent. Je suis en télétravail dans le sud du sud, donc à Béziers, et également présent dans les autres agences du groupe et pour les différents événements et clients qui m'impliquent. Donc, ce que je propose, je suis formateur interne-externe sur des outils comme sur des normes. J'apporte également de l'expertise technique à nos équipes, de façon à les accompagner, notamment dans des rendez-vous d'avant-vente et des qualifications de projets. J'ai travaillé depuis longtemps sur les normes S1000D. Je fais DITA à partir du moment où c'était un peu plus utilisé. J'ai aussi développer de la compétence et de l'expérience. Et j'ai des projets aussi qui fonctionnent encore en Xbook pour des besoins bien précis.
Donc, 25 ans d'expérience en documentation technique. Donc, j'ai participé à la création d'applications de publication de contenu structuré chez notamment Alstom, Ariane Group, la mise en place de la structuration XML au Conseil de l'Europe, qui auparavant rédigeait tous ces actes en Word. Et j'interviens aussi dans l'assistance de choix sur des solutions digitales ou 1000D, en étant, on va dire, un intermédiaire pour mes clients, pour les aider à choisir les bonnes solutions et développer des bons cahiers des charges. Voilà. Donc, juste pour terminer, en formation outil, donc je suis partenaire Adobe depuis plus de 20 ans. Je suis le partenaire Adobe autour de FrameMaker, c'est-à-dire quand Adobe a un besoin technique, il me demande de faire une présentation. De moins en moins souvent, FrameMaker est de moins en moins visible si on fait une analyse un petit peu rapide de ce qu'on voit autour de nous actuellement. Voilà, des outils d'illustration technique, ce qui ne parlera pas nécessairement aux personnes qui connaissent Dita, et des solutions de rédaction structurée, principalement Arbortext Editor et Oxygène. Voilà. Bon, on va arrêter de parler de moi et maintenant on va parler des deux approches Dita et SBuilD. Si on étudie, si on regarde juste comme ça, brut de fonderie, on est sur deux normes de documentation structurée modulaire XML. Les deux se basent sur un système de gestion des contenus, des instances modulaires. Donc, on appelle ça un CCMS dans Dita, on appelle ça une CSDB en SBuilD, donc Common Source Database. Ensuite, vous avez le principe de stockage, c'est que vous allez avoir une unité documentaire, une unité documentaire autonome stockée sous les différentes versions, dans les différentes instances dans le système de gestion. Je revenais tout à l'heure, on parle du topic Dita comme des data modules SBuilD. De commun, on a également une structure d'assemblage des unités documentaires pour préparer les publications. On appelle ça un Dita map en Dita, on appelle ça une publication module en SBuilD. Donc, si vous regardez bien, les concepts de base semblent assez identiques, mais en fait, si on regarde à l'approche, elle est quand même assez différente. Et d'ailleurs, la principale différence va résider dans l'approche. Donc, si je regarde l'approche, c'est qu'est-ce qu'on appelle un produit pour la 1000D? Quels sont les produits que l'on va documenter en 1000D? Alors, je vous ai donné deux exemples, un exemple civil et un exemple militaire, mais c'est le scénario classique d'un projet SBuilD. Le projet SBuilD, c'est que vous allez avoir un produit en bout de chaîne qui va être un produit intégré, dans lequel différents OEM, différents fournisseurs, fabricants vont intervenir. C'est-à-dire que le Rafale, ce n'est pas Dassault qui conçoit l'ensemble des pièces du Rafale. Le moteur, par exemple, peut être produit, fabriqué par Safran. Les armements vont être soit par NBDA, soit par KNDS aujourd'hui. L'image est un petit peu ancienne. Et vice-versa, les systèmes de trains d'atterrissage, ces messieurs d'outils. Donc, vous allez avoir un ensemble d'acteurs qui participent à la création de la documentation technique. Et chacun va créer la partie qui la concerne de son côté. Ça veut dire que vous devez avoir un dénominateur commun pour que l'intégrateur au final puisse intégrer la documentation de chacun sans devoir rédiger ou mettre à jour les feuilles de style associées à l'information. Si on regarde la 350, on est exactement sur le même problème. En plus, des fabricants qui peuvent être non seulement différents et variés, mais en plus répartis sur plusieurs pays. Et donc, il faut être capable de gérer cette décomposition du produit en systèmes et sous-systèmes créés et gérés par des fabricants différents. Donc, pour répondre à ce besoin, les travaux autour de la 1000D ont commencé dans les années 80, mais la première version publiée de la norme date de 1996. À l'origine, elle était basée sur SGML, mais avait choisi déjà de s'orienter vers de la documentation modulaire structurée. Donc, quels sont les principes de la 1000D? La 1000D, si on regarde sa définition, elle couvre la planification, la gestion, la production, l'échange, la distribution et l'utilisation de la documentation technique nécessaire au cycle de vie du projet. Donc déjà, un projet civil ou militaire compatible avec la 1000D, ça a une durée de vie de 30 à 40 ans. Ça veut dire que la documentation doit évoluer tout au long du cycle de vie produit, des mises à jour des composants, des alertes de sécurité, des évolutions normatives. Et donc,
ce besoin-là dépasse simplement le fait de créer, de publier de l'information. Un point de vue essentiel pour la 1000D, c'est que la donnée va être partagée. La donnée va être partagée entre les fabricants et les intégrateurs, et donc ça veut dire qu'elle doit être échangée de façon standardisée et compatible avec les outils qu'utilise chacun, soit en rédaction, soit en publication. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment l'approche primordiale autour de la 1000D. Donc ensuite, un projet, ça définit un cadre pour la documentation technique d'un produit. Donc on verra ce cadre-là, c'est ce qu'on va passer en revue dans les slides suivantes. Donc, chaque acteur doit rédiger la documentation de cet équipement, j'en ai parlé, respecter les mêmes règles de rédaction et de structuration, et définir également comment est géré le cycle de vie de son information technique chez lui pour qu'elle soit fournie à l'intégrateur. Bon. La 1000D, c'est une norme qui couvre les besoins de documentation technique. Mais en fait, aujourd'hui, dans le domaine de ce qu'on appelle les S-Series, gérées par l'ASD, l'Association européenne des industries de la défense, on a tout un ensemble de normes qui sont autour de la 1000D pour accompagner le cycle de vie de la conception qui se trouve à gauche jusqu'à la mise en œuvre et la maintenance. Donc la publication technique, souvent, elle est en bout de chaîne, parce que déjà, ce qu'on va faire, on va définir le soutien logistique, c'est-à-dire on va définir les tâches de maintenance associées au produit. Donc on va définir les tâches de maintenance, quels sont les outillages, quelles sont les ressources requises, et on va gérer l'approvisionnement, c'est-à-dire que non seulement on doit livrer la documentation, mais on doit livrer aux clients les moyens de commander des pièces, d'accéder au catalogue illustré pour pouvoir sélectionner les pièces à commander, de pouvoir faire un retour sur l'utilisation de façon à ce que la documentation puisse avoir un cycle de mise à jour qui tienne en compte les retours clients, et enfin de fournir l'information de formation. Tout cela à travers 6 normes qui sont interconnectées entre elles, c'est-à-dire qu'on a des fichiers d'échange, des données d'échange qui vont permettre de ne pas recréer 2 fois la même information. Typiquement, quand on définit les pièces composant un produit, on n'a pas besoin, tout est fait au niveau de l'approvisionnement. On ne doit pas devoir recréer ces pièces au niveau de la publication technique. Donc, cet écosystème, c'est quelque chose qui n'est pas toujours utilisé aujourd'hui dans le domaine de la 1000D, mais qui est en train de se développer, notamment en Europe et en France, puisque petit à petit, le choix des entreprises, c'est d'avoir un système dans lequel vous avez tout un ensemble de normes qui fonctionnent entre elles pour couvrir l'ensemble des étapes de la conception du produit. Donc cet écosystème, c'est quelque chose de spécifique à la 1000D et spécifique à l'utilisation de la 1000D en Europe. Le deuxième concept essentiel sur lequel on va se baser en S1000D, c'est ce qu'on appelle les business rules. Donc, petit rappel sur DITA, le modèle structuré DITA, il peut être contraint ou étendu, soit en utilisant ce qu'on appelle des contraintes, soit en utilisant ce qu'on appelle des spécialisations. Donc, le constat de base de la S1000D, le modèle S1000D ne peut pas être étendu. Ça veut dire qu'on ne peut pas créer de nouveaux éléments, on ne peut pas créer de nouveaux attributs qui dérivent d'un élément ou attribut existant dans n'importe quel scénario. Si vous faites ça, vous n'êtes plus compatible avec la S1000D. Donc, la spécification, elle contient cependant un certain nombre de règles sur lesquelles on peut faire des choix. Et ça veut dire que dans la spécification, qui fait 3500 pages, vous avez à peu près 500 points de décision qui peuvent être définis pour dire ce qu'on doit faire avec la 1000D. Par exemple, si je vous montre la règle numéro 3, c'est quelle version de la 1000D doit être utilisée. Ça veut dire que le choix se fait non pas d'utiliser nécessairement la dernière version, mais d'utiliser la version qui correspond à votre besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près une quinzaine de versions qui coexistent. La version actuelle de la 1000D, c'est la version 6 qui est sortie en septembre dernier. Mais aujourd'hui, la plupart des projets utilisent les versions 4.1 et 4.2, qui datent d'il y a déjà quelques années, mais qui sont implémentées dans les outils. Et surtout, on choisit une version en général au démarrage du projet et on va garder la même version tout au long du cycle de vie du produit, sauf si vraiment les outils sont obsolètes. Donc, une deuxième règle, par exemple, c'est que chaque unité documentaire a un niveau de sécurité qui définit qui peut consulter la documentation, qui peut consulter au niveau du data module. Donc, on doit définir, quand on démarre un projet, quelles sont les valeurs de classification de sécurité qui peuvent être autorisées. Par défaut, si on est sur un produit public, ça va être unclassified.
Si on est sur des produits un petit peu plus militaires, on va dire, on a quelque chose qui va répondre à des besoins de confidentialité, de restriction sur un pays donné. On a beaucoup aujourd'hui de projets restreints en France, par exemple. Voilà. Autre exemple, je passe un peu de temps parce qu'on est vraiment dans le cœur le cœur de la 1000D. Par exemple, si on veut utiliser des graphiques ou des éléments multimédia, on ne peut pas faire n'importe quoi en 1000D. Il ne suffit pas que l'outil soit le format soit compatible avec les outils de consultation. On doit définir quels sont les formats qui sont échangeables. Et notamment pour l'illustration vectorielle, le fameux format CGM, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Enfin, quelque chose que vous avez sans doute déjà entre vous dans le domaine du DITA, même si DITA on est moins ouvert. Dans une procédure, on peut mettre des steps imbriqués en S1000D. Donc la règle doit être fixée de dire combien d'imbrications je supporte. Voilà. Si vous ne répondez pas, ça veut dire que la règle est libre et qu'on peut faire ce qu'on veut. Et donc voilà. Donc en général, vous avez donc à peu près 400-500 règles, et ces règles-là, elles vont être stockées dans ce qu'on appelle un guidance document. Désolé, c'est Dita Molière, je devrais parler français. Une note de cadrage qui définit le contexte d'utilisation de la S1000D dans le contexte de votre projet. Ça va être également stocké, quand c'est possible, dans un data module spécifique, une unité documentaire qui ne contiendra que les règles, qui va être un fichier XML, qui dira, par exemple, la spécification de sécurité, ben, c'est la valeur d'attribut possible, c'est 0,1, 0,2. Voilà. Donc, chaque unité documentaire doit faire référence à ce Brex Data Module, ce qui permet de câbler les outils de validation automatiquement par rapport à ce Brex Data Module. Donc, les règles ne couvrent pas que la structure. Donc, typiquement, j'ai parlé du format des illustrations, mais il y a d'autres règles qui sont des règles plus conceptuelles que structurelles. Et enfin, les business rules peuvent être gérés par couche, de façon à éviter d'avoir des validations où on ne sait pas pourquoi se trouve l'erreur. En fait, on peut dire que un fichier de business rules est un sous-fichier d'une règle plus générale. Typiquement, si on regarde l'exemple que je montre à droite, la couche 1, c'est-à-dire la couche la plus large, c'est le soutien des business rules S1000D. Mais je produis un équipement de type avion, civil. Donc, je vais avoir une couche de deuxième niveau qui va dire l'aviation civile s'est réunie entre elles et a défini un ensemble de règles qui doivent être respectées pour l'ensemble des avions civils produits respectant la 1000D. Donc, ça va être les règles d'aviation civile. Et le troisième niveau, ça va être la règle projet. Je produis mon A350 et j'ai des règles qui sont spécifiques à l'A350. Ça veut dire que les outils de validation, ils vont être capables de vous dire tu es valide vis-à-vis de la couche 1 et de la couche 2, mais tu n'es pas valide vis-à-vis de la couche 3. Donc, cette orientation de business rules, en fait, il n'y a pas de projet S1000D sans business rules. Et c'est la première chose à implémenter, c'est justement ces règles métiers. Donc, ces règles métiers, elles vont servir à écrire des data modules. Donc, des data modules, je vous montrerai tout à l'heure peut-être un fichier de règles quand on aura terminé la présentation. Voilà. Donc, le principe, c'est que le data module doit pouvoir être échangé entre le fabricant et l'intégrateur. Chaque fabricant va utiliser son système de gestion de l'information. C'est-à-dire que le fabricant va créer sa CSDB et va stocker ses data modules le concernant dans sa CSDB. Ensuite, il va envoyer ces data modules à l'intégrateur. Et l'intégrateur va intégrer les données dans son système de gestion. Ça veut dire que si ce n'est pas rédigé de la même façon, ce qui est valide d'un côté peut ne pas être valide de l'autre. Premièrement. Deuxièmement, quand on échange des data modules, il faut que l'information qui porte soit le contenu, mais également l'ensemble des données de gestion. Donc un data module, on va le voir dans un instant, il est identifié en deux sections. Une partie qui identifie et définit le statut du data module et une partie qui définit son contenu. Donc on a un petit peu ça en DITA, mais la partie identification et statut est beaucoup plus réduite. Donc, la partie identification statut, elle est identique pour tous les data modules. Je vais vous dire ce qu'elle contient dans un instant. Et la partie contenu, elle est spécifique à chaque type de data module. Or, pour répondre un petit peu à ce besoin-là, c'est qu'est-ce qu'on a dans chaque partie.
Dans chaque partie, dans la partie identification et statut, on a des données qui correspondent à l'identification du data module. Son data module code, sa langue et sa numéro de version. Ensuite, vous avez également une date de version. Vous avez un titre. Ces informations-là sont des métadonnées. Vous avez également, dans la partie identité status, vous avez la sécurité, l'applicabilité. Je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'est l'applicabilité en SBILD. Le statut vis-à-vis de l'assurance qualité, c'est-à-dire que quand on livre un data module à un client, normalement, il doit avoir été validé, révisé, comme Dominique le disait tout à l'heure et comme on le verra dans la prochaine présentation, et validé. Validé, ça veut dire qu'il doit y avoir une révision qui a été faite, soit sur le contenu du data module, soit par les informations techniques, les plans par exemple, ou les données techniques, soit en exécutant la procédure si jamais on doit valider une procédure. Et enfin, on a la référence au data module Brex. On définit, et j'ai oublié ça dans ma slide, également la personne qui est responsable de la production du data module et la personne qui est responsable de la validation du data module. C'est-à-dire que s'il y a un problème, c'est le responsable de la validation qui va être remis en cause parce qu'il aura mal fait sa révision. Donc tout ça, ça fait partie des données d'identification et statut. Alors je vous ai cité que les informations obligatoires. Il y en a bien d'autres. Et dans la partie contenu, vous avez... Alors, j'ai uniquement sélectionné les data modules qui ont du contenu. Vous avez 6 types de data modules. Le descript et le procède. Vous les connaissez, ce sont à peu près les mêmes qu'en DITA, à part que ça s'appelle un concept et une task, et que la sémantique est différente, comme je vais vous le montrer dans un instant. Tout ce qui est détection de panne, tout ce qui est données de câblage, tout ce qui est catalogue illustré, tout ce qui est vue des procédures par les opérateurs, tout ce qui est planification de la maintenance, tout ce qui est processus itératif, processus logique, tout ce qui est liste, checklist, bon, je vais laisser le terme anglais, et le service bulletin. Le service bulletin étant une information qui est publiée quand il y a en général une alerte de sécurité ou un changement de fonctionnement. Et donc, ce service bulletin définit quand il prend effet quel est le contenu du service bulletin. Donc, toutes ces données-là ont leur propre modèle de données. Alors, juste pour vous montrer, je vais vous montrer deux data modules. Donc, bon, alors, des outils qui peuvent afficher du XML SBILD, par défaut, tout éditeur XML le fait, mais il faut développer les feuilles de style qui vont bien. Donc, l'outil le plus utilisé aujourd'hui est Arbortext Editor, et dans ces cas-là, si vous connaissez un petit peu Arbortext Editor, il faut définir des FOSI, des feuilles de style, et implémenter le schéma, puisque la SBILD fonctionne avec les schémas. Ici, je suis dans Oxygène parce que j'utilise un package open source qui a été développé par un sponsor, qui a été développé par Amexio, à l'origine par Amplexor, et qu'il a mis à disposition de la communauté pour qu'on puisse rédiger en SBILD dans Oxygène, ici dans Oxygène Author. Donc je vais juste afficher voilà, toutes les balises des attributs. Donc, voilà. Donc ici, vous avez typiquement des données. Vous voyez, vous avez le data module code. Je vais y revenir dans un instant. La langue, ici, on est en anglais avec un dictionnaire US. Ici, on est en révision 009. Donc, c'est une révision validée puisque le in-work est égal à 0. Vous avez un titre technique. C'est le système dans le produit auquel s'applique la documentation ici. Et l'infoname. L'infoname, ici, on est dans la description du vélo. La SBILD, quand elle livre une version de la norme, elle livre un exemple documentaire basé sur la documentation d'un vélo. Donc, vous avez ici tous les data modules qui permettent de couvrir la description et la maintenance d'un vélo de manière classique. Ensuite, vous avez toutes les données, vous voyez, les données d'identification. Il y en a bien plus que ce que je vous dis. Donc, voilà, ici, notamment les data restrictions qui ne sont pas obligatoires. Ici, la classification de sécurité, vous voyez qu'ici, on est classification 0,1. Et en sécurité commerciale 51. Donc, vous allez voir que la SBILD adore les codes. Donc, partout, on va mettre des codes et partout, on doit implémenter des codes. Donc, ici, par exemple, on a le responsable. Vous voyez qu'ici, le code, c'est un code CAGE, ça s'appelle un CAGE code. C'est un code qui est délivré par l'OTAN, qui caractérise n'importe quelle entreprise, y compris les entreprises civiles. Donc ici, c'est le ministère de la Défense anglais. Donc c'est U0825, par exemple, nous c'est F4884. Donc voilà. Donc vous avez des données.
on ne va pas passer pas le temps de tout décomposer, mais vous avez ici, en bleu, vous avez l'identification des statuts. Et après, vous avez le contenu du data module. Donc, on est dans un data module description. Donc, on commence par le nom du schéma. Et l'élément de base s'appelle le level para. Le level para, ça correspond à la section, grosso modo. Vous avez un title, vous avez des paras, vous avez des références internes, vous avez des listes à puces ici. Vous avez un graphique. Le graphique, le titre se met dessus. Et ensuite, une nouveauté dont je vais parler tout à l'heure, un graphique peut contenir ce qu'on appelle des hotspots. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un graphique vectoriel et qu'on peut identifier des objets dans le graphique vectoriel. Ici, les objets identifiés, ce sont les numéros de repère. L'idée, c'est de pouvoir créer des liens, et vous avez un lien juste au-dessus. Ici, vous avez un lien qui est un lien entre le texte et le graphique. Donc, ça veut dire que si on publie en HTML avec tout ce qui va bien, ce lien va fonctionner dans la documentation. On ne se base pas sur les overlays comme on le fait pour les formats bitmap, on se base réellement sur la notion d'information objet associée à l'illustration vectorielle. Ça, c'est un exemple de data module descriptif. Donc, ça ressemble beaucoup à des topics d'ITA, à part que la sémantique n'est pas la même. C'est la grosse différence, c'est qu'on utilise des sémantiques spécifiques. Et ensuite, vous avez ici un exemple de procédure. L'exemple de procédure ici, c'est les procédures de nettoyage du vélo. Donc, on a toujours la même chose, des informations d'identification de statut qui sont portées avec le data module. Et ensuite, vous avez la procédure elle-même. Et la procédure elle-même, elle contient en SBuilD, ça ressemble beaucoup au modèle de procédure du machinery task qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'on a des preliminary requirements, c'est-à-dire quels sont l'ensemble des choses nécessaires à l'accomplissement de la tâche. Donc, ça va être les outillages, le personnel, les équipements, ça va être également les ingrédients, et ça va être les avis les pièces, et ça va être également les avis de sécurité qui concernent l'ensemble de la tâche. Donc, on est dans quelque chose qui est systématique. On doit toujours avoir cette partie-là en SBuilD. Ensuite, vous avez la procédure elle-même. La procédure elle-même qui contient les étapes de la procédure. Alors, je vais pas, voilà, c'est pareil, je vous dis, je manque un peu de temps pour vous faire un cours sur la 1000D. Donc, et on va terminer derrière sur, une fois que la procédure est exécutée, qu'est-ce qu'on doit faire une fois que la procédure est terminée? Ouais, par exemple, vous voyez qu'ici, après qu'on ait nettoyé le vélo, la seule chose qu'on vous demande, c'est assurez-vous que le vélo est sec, donc il a bien été nettoyé et enlevé de toute trace d'humidité. Bon. Voici deux exemples de data module SBuilD. Et donc, vous voyez que la grosse différence, c'est qu'on est dans une sémantique orientée métier, et notamment le fait de faire référence à des outillages, des pièces, des choses qui sont écrites dans le modèle de données de la procédure, et le fait que, logiquement, quand vous allez avoir ici, par exemple, dans les preliminary requirements, on va vous dire ce qu'on fait, ce qu'on utilise par exemple comme ingrédient. Et dans la procédure elle-même, on va faire référence à l'ingrédient tel qu'il est défini dans les preliminary requirements. Donc il y a un travail de rédaction quand même qui est un petit peu plus, on va dire, complexe à mon avis, par rapport à ce qu'on peut rédiger dans DITA. DITA met la complexité ailleurs, d'après moi. Mais on va y revenir dans un instant. Donc aujourd'hui, quand on rédige en 1000D, grosso modo, on a trois types de données trois types de data modules qui sont utilisés principalement: le description, le procédural et le catalogue illustré, puisque quand on produit la documentation d'un équipement, on doit fournir un catalogue illustré. Un catalogue illustré, c'est quoi? C'est des pages de catalogue avec des vues et à côté la liste des pièces composant la vue, avec des numéros de repère. Et voilà. Donc, le catalogue illustré, en général, n'est pas rédigé. Il est publié, il est généré automatiquement depuis des données de référence, donc des bases de pièces, des bases d'articles, etc. Donc, le petit plaisir de la 1000D, c'est la codification de l'information. C'est-à-dire que chaque objet présent dans la CSDB doit être codifié. Ça veut dire qu'ici, chaque data module de votre CSDB doit avoir une data module code. Ici, on a le principe de création du data module code. Juste en résumé en deux mots, vous avez une identification du produit auquel s'applique le data module. Ici, vous avez le type d'information contenue
dans le data module. Et éventuellement, si le data module est utilisé en formation, vous pouvez avoir un code qui définit comment il est utilisé dans le contexte de la formation. Mais ça, c'est quasiment pas utilisé. Donc ici, vous voyez que ici, on définit que FF 1040 pour l'OTAN, c'est une frégate, que dans la frégate, on cherche le système auxiliaire, qui est le M3, le 30, c'est le système d'eau potable, et le 01 et 03, c'est un paramètre du projet. Par exemple, ici, ça peut être la cuve contenant l'eau potable. Ensuite, vous avez différents codes que je ne vais pas détailler ici, mais qui définissent les variantes. Un code qui définit comment et à quel niveau de décomposition de l'assemblage, parce qu'un assemblage, ça se décompose, correspond le data module. Et ensuite, ici, vous avez le type d'information. Typiquement, 253, si vous regardez la spécification, définit la liste des codes autorisés et à quel type de contenu ça correspond. Le 253, c'est le nettoyage aux ultrasons. Et le fait qu'il y a un B, ça veut dire que pour nettoyer la cuve, vous avez deux méthodes de nettoyage aux ultrasons et que c'est la méthode B qui est utilisée. Et que le nettoyage peut se faire que le produit soit assemblé, c'est ce que dit le D, c'est que le produit soit assemblé, désassemblé ou que vous soyez à l'atelier, donc sur la pièce individuelle. Donc, dans le data module code, vous avez tout un ensemble d'informations qui permettent de comprendre ce que contient le data module quand on a la connaissance de la structuration. Donc, il y a un énorme travail au niveau de l'avant-projet de définition des data modules qui vont définir la documentation de maintenance du produit et la liste des data modules, l'élaboration du data module code, l'élaboration des structures, parce qu'ici, même si une partie est gérée par la 1000D, il y a une partie à définir dans le contexte du projet. Et c'est souvent ce qui fait peur aujourd'hui dans l'adoption de la 1000D. J'ai des clients qui ont mis en œuvre la 1000D, mais qui ont dit on n'utilisera pas la codification de l'information, mais on conservera les schémas de la 1000D. Parce qu'il y a ce qu'il faut dans le schéma, mais codifier comme des militaires, on ne veut pas. Voilà, typiquement, c'est ce qui avait été décidé à l'époque quand Alstom a décidé, il y a une vingtaine d'années, d'utiliser un modèle de données dérivé de la 1000D parce que ça correspondait plus au niveau de la décomposition de l'information de la maintenance à ce que voulait Alstom dans sa documentation. Donc, on continue un petit peu. Deuxième chose, donc après avoir parlé des types de data modules et avoir parlé des business rules, troisième niveau de comparaison, la gestion des variantes. La gestion des variantes, c'est ce que contient DITA. Quand contient DITA, on définit des attributs de profilage. Bien sûr, ces attributs sont spécialisables, c'est-à-dire qu'on peut définir d'autres attributs à partir de ces attributs, de façon à pouvoir couvrir toutes les propriétés que peuvent avoir les data modules constituant le projet. Dans le contexte de Elodie, vous avez un fichier DITAVAL pour filtrer les contenus lors de la publication. Donc, que fait la 1000D? La 1000D, déjà, vous avez une notion qui est dans tout équipement manufacturé, une notion de configuration. C'est-à-dire que vous allez avoir différentes possibilités possibles pour la conception de votre produit. Et par exemple, vous allez avoir peut-être deux systèmes radars qui peuvent être installés sur votre avion. Et votre avion, l'installation du système radar pour les deux types de systèmes radars, elle va être différente. Donc, vous aurez des data modules séparés. Donc, il faut être capable de définir qu'on peut avoir le système radar A ou le système radar B. On peut ici, de façon plus classique, dire qu'il y a des types d'avions, des types de vélos, des modèles, des numéros de série, des composants. Pour les avions, vous avez des flottes définies par des numéros d'aileron, donc on peut avoir de l'applicabilité au numéro d'aileron, c'est-à-dire quasiment l'avion individuel, si on le souhaite. En général, on est plutôt sur des rangs de numéros d'aileron. L'applicabilité va être définie soit au niveau du DM globalement, soit à l'intérieur du data module, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des étapes de procédure. L'idée, c'est de ne pas rédiger une procédure par configuration, mais de dire je mets tout dans le même data module et j'ai des paramètres qui vont être filtrés lors de la publication, comme on le fait dans DITA avec les attributs de profilage. L'applicabilité en S1000D, ça peut être de l'applicabilité simple, mais en général, c'est de l'applicabilité un petit peu complexe. Je vais vous montrer un exemple dans un instant. Donc, dans ces cas-là, pour faciliter le travail du rédacteur, on va définir quelles sont les propriétés qui sont applicables
et les configurations possibles pour le produit final. Donc, ça veut dire que je vais juste vous montrer de nouveau mon exemple. Et je vais aller, c'est celui-là, le 041. Et je vais regarder l'applicabilité ici de mon vélo. Alors, si j'enlève je vais enlever d'abord les balises. Donc ici, j'ai l'applicabilité de mon vélo, vous voyez, c'est écrit ici. Donc, vous avez, donc ici, vous avez les vélos de type mountain bicycle, et c'est-à-dire, c'est le et logique, à la fois. Donc, dans ces mountain bicycle, vous avez le Mountain Storm version MK1 et le Brook Tracker version MK9. Donc, ça veut dire qu'on a défini une applicabilité en combinant des expressions qui ont été associées en utilisant des opérateurs logiques de type et ou. Et ça veut dire que quand on rédige ça en XML, si vous n'avez pas d'assistance, l'applicabilité, c'est ça. Voilà. Vous voyez qu'on rédige les conditions à travers des éléments evaluate qui définissent des opérateurs logiques et des éléments assert. En général, dans les outils intégrés au CSDB du marché, vous avez souvent un utilitaire qui va vous permettre de construire ça sans rédiger en XML l'applicabilité. Mais parfois, on n'a pas et on est obligé de faire comme ça. Et dans ces cas-là, c'est aussi pour ça qu'on verra tout à l'heure qu'on va définir des applicabilités de référence de façon de ne pas devoir rédiger chaque fois ce genre d'expression qui est quand même un petit peu complexe. Donc, je ne veux pas passer à celle-là, je veux d'abord revenir à celle-là. Donc, ça veut dire qu'on va les définir. C'est une combinaison de propriétés associées par des opérateurs logiques. On va créer des tables de référence. Par exemple, on va dire qu'on va créer une table de référence des propriétés produits qui vont dire, par exemple, que je vais avoir le type, c'est vélo de ville ou vélo de montagne, que le modèle, c'est Mountain Storm, Brook Tracker, Urban City. Donc, on définit quelles sont les propriétés qui sont applicables et quelles sont les valeurs possibles pour ces propriétés. Et ça permet d'avoir un outil de référence qui permet de vérifier que quand on crée des applicabilités, elles sont bien cohérentes avec le modèle d'applicabilité du projet. Donc, vous avez également une table de référence des conditions. Typiquement, vous avez l'utilisation de votre avion en conditions glaciaires ou en situation de combat. Vous avez également le fait que la documentation ait été mise à jour après application d'un service bulletin. Et donc, ça veut dire que vous aurez le module avant et le module après l'application du service bulletin. Donc, vous avez tout un ensemble de propriétés que vous pouvez appliquer parce que la logique est extrêmement simple. On définit quel est le nom de la propriété, on définit quelle est la valeur de la propriété. Donc, on peut mettre autant d'attributs d'applicabilité que l'on veut. Une fois qu'on a créé les valeurs possibles, on définit quelles sont les conditions possibles, parce qu'on ne peut pas faire une combinaison de l'ensemble des produits, des propriétés, dans tous les scénarios possibles. Si on fait un peu de stats, vous verrez tout de suite qu'on aurait des configurations de produits en veux-tu, en voilà. Alors qu'en général, la configuration produit correspond à des valeurs ciblées des différentes propriétés qui sont implémentables. Donc, ça veut dire que le rédacteur va faire référence aux tables d'applicabilité pour rédiger en utilisant les propriétés utilisables et les valeurs utilisables. Ensuite, on va publier tout ceci. On va bien sûr remettre les données dans la CSDB et quand on va publier, on pourra filtrer de façon dynamique ou statique la documentation à l'aide des instances produits qui ont été définies pour le projet. Donc, vous voyez qu'il y a... Alors, une fois qu'on est dedans, pour vous être honnête, c'est assez facile, on va dire. Mais c'est le concept qui sont un peu plus, on va dire, complexes. Donc, la réutilisation de contenu, c'est là que DITA est on va dire, on n'a rien à voir. C'est qu'on peut faire ce qu'on veut au niveau des réutilisations de contenu au niveau de DITA, de façon directe, indirecte. Pour toutes les personnes qui ont implémenté de DITA pour des projets, on est dans quelque chose fantastique. Voilà. C'est mon avis. Dans la 1000D, on est dans quelque chose de limité. Limité parce qu'on ne peut pas faire de la réutilisation sur n'importe quoi. Vous voyez que ici j'ai la liste des éléments pour lesquels on peut faire de la réutilisation.
par exemple les warnings, les cautions, les annotations d'applicabilité, etc. L'idée, c'est que normalement, si vous mettez un contenu, une applicabilité dans un data module, vous devez l'écrire totalement. Ça veut dire que vous avez vu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il faut l'écrire pour chaque data module ou faire des copier-coller avec tous les risques que ça compose. L'AMLD propose de créer cette annotation d'applicabilité dans ce qu'on appelle un Common Information Repository, c'est-à-dire un data module un peu spécifique qui contient l'ensemble des définitions d'applicabilité que vous pouvez utiliser de façon récurrente dans les data modules qui constituent votre publication. Donc ça veut dire qu'on la rédige qu'une fois, et dans le data module, au lieu de réécrire l'applicabilité, je dis j'utilise l'ID de référence de l'annotation d'applicabilité qui est stockée dans mon Common Information Repository applicabilité. Alors l'exemple que j'ai ici, ce n'est pas un exemple sur l'applicabilité, c'est un exemple sur les zones d'accessibilité sur un avion. Ici, vous voyez, typiquement, vous avez une zone. Et une zone, normalement, vous devez avoir le nom de la zone, vous devez avoir son nom abrégé, et vous pouvez avoir d'autres informations. Ça veut dire que si vous utilisez une zone dans un data module, vous devez écrire chaque fois cette information-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un CIR data module, un Common Information Repository des zones, dans lequel on a défini cette zone-là avec un ID, un zone number. Et quand on est dans les data modules, au lieu de tout rédiger chaque fois, on va faire référence au data module CIR, zone, et au zone number. Ça veut dire que il va identifier automatiquement, il va chercher automatiquement le data module CIR et il va le mettre en disposition automatiquement. Donc, c'est un des deux grands mécanismes de réutilisation de l'AMLD, le principe des Common Information Repositories. Le deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle un data module container. Typiquement, par exemple, pour exécuter une tâche, vous pouvez avoir deux pompes à utiliser. Ça veut dire que dans chaque data module, vous allez écrire utiliser la pompe A ou la pompe B, et il y a un lien vers la procédure qui va bien, avec une applicabilité pompe A ou pompe B. Ça veut dire que chaque fois que vous faites ça dans des data modules, vous devez copier-coller chaque fois ou re-rédiger ces deux procédures. Et si vous ajoutez une troisième modèle de pompe, ça veut dire qu'il faut revenir sur l'ensemble des contenus. Donc c'est un travail qui est fastidieux et c'est un travail qui est source d'erreur. Donc la ASMLD a décidé de créer un data module spécifique qu'on appelle un data module container. En fait, le data module container va contenir les liens vers les différentes procédures applicables pour les différents modèles de pompe. C'est-à-dire, au lieu d'avoir deux data modules, on a un troisième qui concerne les liens vers les deux autres, avec l'applicabilité qui va bien. Et dans le data module lui-même, au lieu de faire référence aux deux procédures, on fera référence uniquement au data module container. Ce qui fait que lors de la publication, en fonction de l'applicabilité de votre modèle, vous allez sélectionner la bonne procédure automatiquement dans le processus de publication. Et si jamais vous ajoutez un troisième modèle de pompe, vous n'avez à l'ajouter que dans le data module container. Donc, une plus grande cohérence et une plus grande, surtout, pertinence de l'information proposée, quel que soit le data module. Donc, il me reste deux choses. Ouais, ça va, je suis encore dans les temps. Donc, les illustrations. On en parle très peu dans DITA, vous pouvez me contredire, mais on ne dit pas quel format utiliser. On a un mécanisme pour les zones réactives, notamment, si on veut mettre en place de l'interactivité avec les illustrations. On peut utiliser également des objets multimédia. Voilà, il y a... l'AMLD, elle va plus imposer les choses, notamment parce que les données doivent être échangées. Et notamment parce que les données doivent être affichables, et je vais vous expliquer pourquoi dans une minute, sur n'importe quelle solution de publication. Donc, la SMID doit analyser les formats autorisés, que ce soit pour les illustrations bitmap, les illustrations vectorielles, les éléments multimédia, et il impose des formats uniquement pour les éléments bitmap et les éléments vectoriels, pas pour les éléments multimédia. Et il propose également des règles de rédaction. Comment doivent être rédigées les illustrations? On est dans des illustrations techniques. Donc, en général, c'est dessiné en perspective, c'est dessiné en dessin au trait, pas nécessairement en couleur, même si maintenant, on a de plus en plus de couleurs.
Et donc, vous avez des règles de rédaction qui précisent comment vous devez rédiger les illustrations en mode SPID. Vous avez également la possibilité d'utiliser des hotspots. Les hotspots, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pour une illustration, c'est la capacité d'ajouter une information objet qui la caractérise. Alors, juste pour vous montrer un exemple d'information objet, histoire de changer un petit peu de slide de PowerPoint. Voici une illustration SPID. Et ici, je vais désactiver le hotspot. Vous voyez que quand je clique sur le numéro de repère, il clignote, c'est parce que la zone active est déclenchée. Ça veut dire que objet, alors, je vais désactiver les zones dynamiques et je vais afficher les infos objets. Et vous avez, dans votre illustration, vous avez des objets qui ont des informations. Alors, je vais en montrer un. Ici, avec un identifiant qui a un numéro de hotspot, le nom associé au lien, c'est-à-dire ici c'est le 2, et le fait qu'on mette une zone dynamique, c'est-à-dire qu'on a rajouté dans l'illustration vectorielle quelque chose qui rend dynamique l'illustration si jamais on la consulte dans un outil permettant de tolérer ceci. Et ça veut dire que ceci, c'est un mécanisme que définit la 1000D dans les outils de rédaction. Alors, il ne définit pas les outils de rédaction d'illustration, il ne définit pas comment le faire dans l'outil, il définit ce que doit faire l'outil. Et c'est aux éditeurs de l'implémenter. Donc, jusqu'à septembre 2024, pour rédiger, on était obligé, au niveau vectoriel, pour utiliser le format CGM. Le format CGM, donc c'est un format ISO, qui a différents profils, donc des profils qui tiennent compte de l'utilisation, de l'interactivité. Et donc, l'AS1000D a défini un profil AS1000D, c'est-à-dire un profil que doit respecter une illustration CGM au format au format AS1000D. Donc, ça veut dire que on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas produire n'importe quoi, il faut avoir des outils dédiés pour pouvoir le faire. Depuis septembre 2024, dans la dernière version de la 1000D, le SVG est autorisé. Mais attention, pas le SVG, pas n'importe quel SVG, c'est un SVG avec un profil Tech SVG. Vous voyez que je vous ai mis en haut en image la spec. La spec existe, elle est téléchargeable. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez le lien, ou je vous le mettrai dans la conversation. Mais c'est une procédure, une réglementation qui définit quels sont les éléments SVG qui peuvent être pris quand on définit un SVG compatible SPID. Mais ce profil-là autorise également le même mécanisme sur les hotspots, de façon à pouvoir créer des liens entre le texte et les graphiques, ou des liens entre le graphique et le texte. Donc les illustrations, ça reste quelque chose de très joueux, qu'il faut aborder absolument quand on génère de l'habileté. Donc on va terminer il me reste 2 slides à vous montrer. La première, c'est les data maps, donc la rédaction et la publication. Comment on fait pour publier un ensemble de topics data ou de data modules SBD. En data, vous avez les data maps qui sont effectivement une table de liens, mais pas que. Et dans la data map, on peut faire plein de choses. Et notamment optimiser le processus de publication, notamment le fait de pouvoir publier le même topic en utilisant des ditavals différents, ce que je n'ai pas abordé ici, créer des tables de relations pour gérer les liens entre les topics, la résolution des clés pour les références indirectes. Donc, l'EditaMap, c'est vraiment une boîte à outils formidable quand on veut préparer une formation. Et en plus, derrière, vous avez le Data Open Toolkit qui permet d'utiliser un outil open source pour publier des informations au format PDF, dans un ensemble de formats. Donc, dans le domaine de la 1000D, le publication module, c'est la liste organisée et hiérarchisée des data modules composant une publication. On peut rajouter des sections, on peut rajouter des titres de sections, on peut rajouter des informations d'entête et de pied de page, mais ça reste orienté publication. Derrière, vous avez des livrables qui sont définis par le 1000D. Les livrables ne définissent
en plus, la MILD ne dit pas on peut faire n'importe quoi avec les données, on peut faire des choses, mais dans un certain respect de règles. Donc la SMILD définit comment générer un PDF. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le modèle de publication SMILD, mais la SMILD vous dit comment, qu'est-ce qu'on met dans les entêtes et les pieds de page, voilà, où est-ce que figure l'applicabilité, est-ce qu'on doit faire figurer la date de version. Voilà. Donc toutes ces règles-là sont implémentées dans la spécification au chapitre 6.1 et 6.1 de la spec qui dit comment publier de la documentation SMILD. Le deuxième, c'est la publication électronique. Donc, on parle d'interactive électronique, technical publication. Donc ça veut dire que on a un scénario pareil de publication, d'une publication électronique, et on définit qu'est-ce qu'on peut avoir dans une publication de type SBD. En fait, on est assez ouvert, donc la SBD définit toutes les fonctionnalités qui sont implémentables de façon à ce que les éditeurs puissent dire dans la SBD, je respecte cette règle-là, cette règle-là, cette règle-là de mise en place de la documentation électronique. Donc, ce n'est pas contraignant du tout, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, mais par contre, je n'ai pas d'outil de publication, donc il n'existe pas d'outil open source de publication SBD. Donc en général, les outils du marché, les CSDB, proposent une fonction de publication, ou vous avez également des outils qui proposent des solutions de publication autonome. Dernier format très important dans la MILD, c'est la fourniture de données XML. Pourquoi? Parce qu'en général, vous ne livrez pas la doc à l'intégrateur pour que lui consulte votre documentation indépendamment de sa documentation. Donc en général, votre documentation va être intégrée à la documentation de l'intégrateur. Dans ces cas-là, vous allez fournir donc les fichiers XML et les illustrations. Et vous avez quelque chose qui s'appelle la Data Dispatch Note pour gérer ce scénario. Le Data Dispatch Note, en fait, c'est le bordereau de livraison, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on fournit les fichiers et les illustrations, on définit également la liste de ce qu'on livre, de façon à ce qu'on puisse vérifier qu'il ne manque rien, et agréer la publication en signant le bordereau de livraison. Donc la MILD, vous voyez, ce n'est pas seulement un aspect documentaire, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un aspect global de gestion de l'information associée au produit, et dans lequel il y a beaucoup de concepts dans lesquels ne rentre pas DITA, mais qui n'empêche que DITA va réfléchir aussi dans l'élaboration du projet DITA. Donc pour terminer, on a deux spécifications et qu'est-ce qu'on doit faire quand on a deux spécifications laquelles on doit utiliser? Donc, la première, c'est que la SBD a un périmètre d'utilisation très précis et en général, c'est une obligation. Vous ne faites pas le choix d'utiliser la SBD, sauf si vous êtes l'intégrateur, mais si vous êtes fabricant de matériel, de composants, en général, l'intégrateur va vous dire tu dois respecter la SBD avec mes règles projet. Donc, voilà. Par contre, la SBD, le scénario est transposable à tout équipement manufacturé, même si je vous l'ai dit tout à l'heure, la codification en général est un problème pour mes clients quand vous voulez utiliser la MILD, et en général, ils l'ont switché, et ils ont simplifié les modèles SBD qui étaient un petit peu trop complexes. Donc, on est dans la SBD Lite, qui n'existe pas. Voilà. Et après, il y a un problème de logique outil, c'est-à-dire que quand vous faites du DITA, ben, vous pouvez utiliser tous les outils, les éditeurs XML implémentent tous DITA out of the box, au contraire de la MILD. Et dernier point important, la MILD est peu adaptée à la documentation de logiciels parce qu'il n'y a pas la sémantique liée, comme on a dans DITA, sémantique sur les interfaces logicielles, ou voilà. Et donc, aujourd'hui, j'ai des clients qui se posent la question, moi, ça m'embête de rédiger un SBD de la doc de logiciel, et en même temps, je dois fournir au client de la BD. Donc, si vous publiez, le problème n'y est pas, parce qu'on peut résoudre facilement le problème. Comme je l'écris à droite, on va convertir des données SBD DITA pour la publication. Dans le monde de la MILD, il y a eu une initiative de bridge. Alors, je commence à dater un peu, l'initiative. Mais il y a eu une initiative de bridge qui s'appelait SBD DITA Bridge Over Troubled Water, donc, qui était issue du monde de la MILD. Ce n'était pas issu du monde de DITA.
Et la MLD voulait bien utiliser des contenus d'ITA, comme vous l'expliquez, pour des choses qui sont bêtantes à faire en SBD. Et donc, ce groupe de travail auquel j'ai participé plus que contribué, disait on doit pouvoir faire en fait une documentation unique en utilisant des namespaces pour la SBD, un namespace pour la SBD, un namespace pour la DITA. Bon. Il y a des gens qui ont commencé à travailler. Malheureusement, les travaux ont été interrompus. Je suis en train de chercher quelque part si quelqu'un a la trace des travaux parce que on ne sait jamais. Mais c'est un stand-by parce que, effectivement, déjà, ça concernait que le monde de la 1000D et on n'avait pas, à l'époque, j'avais pas à l'époque les contacts d'ITA qui me permettaient d'en parler à la communauté d'ITA, même si je connaissais déjà Jean-Luc. Mais ça allait trop loin par rapport à ses besoins. Mais on peut imaginer ça pour pas mal de scénarios. Euh, et donc, voilà, c'est quelque chose dont on peut discuter. Je pense que moi, je vais réactiver ça au sein du groupe 1000D pour voir s'il y a de l'intérêt, puisque je participe au suivi de la norme. Je fais d'ITA Molière, mais je fais aussi ce qu'on appelle le miroir à 1000D, où on définit le suivi de la normalisation, et notamment la 1000D étant une norme État. Ce sont les pays qui déterminent les réponses aux demandes d'évolution. Donc, on vote pour représenter la France pour les demandes d'évolution de la normalité. Voilà, je sais que c'était un petit peu peut-être dense, il y avait beaucoup de choses, j'avais beaucoup de choses à dire, et encore j'ai essayé de rester le plus enfin, à un niveau de... Voilà, j'espère que c'était intéressant. Juste, est-ce qu'on a le droit de te poser quelques questions? Ah ben, au contraire, moi j'ai pas de souci derrière. Comment Juste se un truc, fait, juste un quel truc est le dans, lien, dans les quel est le slides. lien, quel est le lien Voilà. entre S1000D et ATA? Alors, ATA, à l'origine, c'est l'aviation civile. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aviation civile a été la première à implémenter de la doc modulaire avec une norme qui s'appelait l'ATA 100 et qui était orientée papier dans les années 80. L'ASBD, c'est à l'origine, ce sont les associations de la défense européenne qui ont dit on aimerait bien faire comme l'ATA, mais on veut faire différemment. Donc, ils ont choisi d'utiliser notamment un modèle XML dérivé du modèle ATA, et qui est devenu l'ATA 2100 quand on a abordé la partie électronique. Et donc, au début, la SBD a dit je vais utiliser l'ATA. Et en fait, la SBD a évolué beaucoup plus vite que l'ATA. Et l'ATA, au bout de quelques années, se sont dit il faut qu'on fasse évoluer notre norme. Mais maintenant, ça prendrait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et l'ATA a décidé de rejoindre le consortium qui normalise la 1000D. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'origine, tu avais le Normata qui gère l'aviation civile, et maintenant, tous les projets d'avions modernes sont des projets S1000D, mais gérés par l'aviation civile. Je suis clair? Oui, oui. Ah, Et on entend parler beaucoup enfin, tous les grands fabricants, moi je travaille Airbus ou Boeing, qui oui, utilisent DITA et S1000D. Donc, oui. ils utilisent comment? C'est-à-dire, ils créent en DITA, ils publient en S1000D, ils créent en S1000D, ils publient en DITA. Tout dépend de ce que demande le client, en fait. Typiquement, moi, tu vois, j'ai un client, je ne peux pas nommer, qui est en fait une joint venture de trois fabricants qui proposent un produit fini à Airbus. Mais il y en a un qui a rédigé en DITA, deux qui ont rédigé en DITA, l'autre en 1000D. Mais ce qu'on doit livrer à Airbus, ce ne sont pas des data modules dont le problème ne se pose pas. Par contre, on doit livrer quelque chose qui publie des données, à la fois des données DITA et des données S1000D. Et donc, on a choisi de dire, on va tout convertir la S1000D en DITA, comme ça, on publie le DITA Open2Kit derrière. Donc, on a développé le scénario que j'ai montré dans le slide précédent, conversion de données S1000D DITA pour la publication. Voilà. Mais effectivement, ça permet à chacun de rédiger avec les outils pour lesquels il est à l'aise. Et le coût d'implémentation de DITA aujourd'hui, il y en a peut-être parmi vous qui trouvent ça coûte cher, mais ça n'a rien à voir avec un projet SMID, hein, je peux vous dire. Voilà. C'est pour ça que c'est le militaire qui implémente la MID, hein, c'est parce qu'il a les moyens. Gaspard, tu avais une question? Ouais, on va dire, j'en avais quelques-unes, je les ai mis de côté, mais la première, Vas-y. c'est fondamentalement quelqu'un qui veut se former à S1000D, que ce soit en français ou en anglais, quelles vont être les solutions, les voies pour se former? Tu peux lire la norme, mais ça, c'est un peu compliqué. Tu as des ressources un peu partout sur le web, dans YouTube, tu sais, cherche S1000D Training. Nous, chez nous, alors je t'explique chez nous, hein, chez nous, on fait bien sûr de la formation S1000D. Une formation d'introduction, c'est 2 jours. C'est 2 jours dans lesquels tu vois les concepts de base, ce qu'on a vu là, grosso modo, et tu vois comment démarrer en rédaction sur du descriptif et procédural. Donc, c'est 2 jours assez denses, mais en général, on fait derrière un deuxième niveau de formation dans lequel
on refait une passe, mais en débrief. C'est-à-dire au lieu de faire quelque chose où les gens n'ont pas le... Là, les gens ont un petit peu plus travaillé et sont capables de, on va dire, d'avoir un peu de recul. C'est-à-dire qu'on va faire une deuxième niveau personnalisé dans lequel on va adapter l'information au projet sur lequel le client travaille. Maintenant, faut pas croire que c'est difficile, parce qu'en fait, les rédacteurs SBD ne sont pas nécessairement des rédacteurs d'ITA. Un rédacteur d'ITA, c'est quelqu'un, juste par rapport à l'Assemblée, il y a pas mal de rédacteurs d'ITA aujourd'hui qui viennent du domaine qui ont été formés à l'université sur la rédaction technique, le principe de la rédaction technique modulaire. Donc, un rédacteur technique, j'ai eu une stagiaire comme ça qui était l'année passée, qui venait de Rennes, hein. Elle a eu quand même un peu de mal parce qu'elle n'avait pas de notion de maintenance. Qu'est-ce qu'on appelle la maintenance d'un équipement? Et aujourd'hui, c'est ce qui peut manquer à des rédacteurs qui n'ont pas la fibre technique. Alors que chez nous, les rédacteurs, ce sont quoi? Ce sont des anciens militaires qui faisaient de la maintenance sur des avions, ou alors des gens qui ont fait un BTS en maintenance aéronautique. Et donc, la doc, c'est quelque chose en plus, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas calés du tout sur la doc modulaire. Par contre, ils savent comment on maintient. Quand je parle de preliminary requirements, tout de suite, ça switch, tu vois, voilà. Et effectivement, il y a des formations dans lesquelles on voit la builder. Alors, j'ai proposé au master de le proposer, mais typiquement à la formation, à la licence rédacteur technique à Limoges, ils ont une vraie formation SBD dans leur cursus et ils font des stages. Chez Sonovision des salariés qui ont suivi la licence rédacteur technique à Limoges et qui a pu tout de suite démarrer de la rédaction technique 1000D. S'il y a quelqu'un qui vient en ayant la connaissance de l'utilisation des éléments, des attributs, comprendre un schéma, il va avoir une gap qui est quand même, pour être honnête, plus important. Je suppose que par les temps qui courent, la SMID est porteur, non? En fait, on a une demande de formation externe en ce moment qui s'accroît parce que tout le monde veut être là quand si la demande fournie évolue. Et donc, effectivement, on a un vrai problème aussi pour nos ressources qui se font chasser allègrement par les clients finaux. Parce que nous, ce qu'on fait, on fait de la rédaction soit pour les OEM, soit pour l'intégrateur. Et les OEM et les intégrateurs, ils adorent recruter des gens chez les prestataires. Je pense que John peut en parler aussi. Et on passe notre temps à rechercher de nouvelles ressources pour alimenter nos. Même si on dit que la rédaction est SBD est aujourd'hui quelque chose qui ne doit plus être fait en France parce que ça coûte trop cher. Voilà. C'est pour ça que Sonovision a des filiales low cost, malheureusement, pour réduire les coûts de rédaction, notamment l'Inde, mais l'Inde maintenant devient trop cher aussi. Donc on travaille avec Airbus, notamment avec notre agence en Malaisie ou au Sri Lanka. Donc, c'est la vraie vie, on va dire. Voilà. Mais concrètement, on a une grosse tendance. La grosse tendance qu'on a aujourd'hui dans l'industrie française, c'est tout à l'heure, je vous ai montré le schéma avec l'intégration des différentes S-Series. C'est le fait de travailler non pas sur seulement 1000D, mais de dire je gère aussi le soutien logistique et l'approvisionnement de manière structurée XML. Et vous avez un ensemble de 3 normes avec des outils qui sont des outils qui gèrent les 3 normes. Donc, et qui définissent notamment les interfaces. Parce que, effectivement, quand on définit un identifiant de pièce, on va le définir d'abord au niveau de la pro, et ensuite dans la doc, on va dire qu'on va utiliser la pièce avec tel part number ou tel catalogue sequence number. D'accord. Une question, Philippe, le STE, Simplified Technical English, c'est une obligation de la S1000D? Non, ou... c'est une règle de projet. Le STE est massivement utilisé. Tu as des outils STE, tu as Hyper STE, tu as des outils de validation. Les outils de checking souvent valident aussi non seulement la validation des schémas, mais également la validation du STE pour certains. Donc la STE, c'est utilisé. Alors, en fait, c'est marrant parce que c'est utilisé, mais normalement, si tu utilises le STE, tu devrais avoir un code de langue qui devrait être SX au lieu de EN. Mais les gens mettent EN, mais font de l'anglais simplifié. D'accord. Donc, c'est quasiment utilisé. Quand on déploie la 1000D chez un client, en général, on a une formation STE à mettre en place. C'est pas une obligation, mais c'est quasi systématique. C'est ça que. C'est quasi. Si tu rédiges en anglais, oui.
Alors, en fait, il y a quand même, alors pour parler, toi qui es dans le domaine de la localisation et de la traduction, la documentation est principalement rédigée en anglais. Pour certains projets en France, la DGA, notre Direction générale de l'armement, peut imposer le français en plus. Par exemple, pour le Canada, il est obligatoire que la documentation soit rédigée à la fois en anglais et en français. Donc, ils ont des contraintes que nous, on n'a pas. Nous, la langue est choisie. Et de plus en plus, le problème qu'il y a, c'est que comme l'équipement, il n'est pas maintenu en Europe, il va être maintenu sur son lieu d'opération. Et donc, dans certains pays, l'anglais est mal maîtrisé, et même l'anglais simplifié. Et donc, du coup, on a des processus, on doit mettre en place des processus de traduction qui permettent de traduire le plus facilement possible en respectant les règles de structuration et la codification des projets qui traduisent dans d'autres langues. Typiquement, pour le Moyen-Orient, par exemple, et maintenant l'Extrême-Orient, on a de plus en plus de demandes pour ça. Et ça veut dire qu'il faut mettre en place des process supplémentaires parce que la MID ne parle pas du tout de traduction. Donc, D'accord. elle parle de langue, mais elle parle pas de traduction. Et c'est Écoute, intéressant, typiquement, au dernier User Forum SBD, moi j'ai fait une présentation sur ça, et il y avait aussi Congrès, je pense que c'est un éditeur que tu connais, ouais. qui faisait la présentation qui est suivante. Donc il y a eu 2 présentations lors de l'équivalent de Dita Europe, à part du Dita World plutôt. On avait 2 présentations qui traitaient de la traduction et de la localisation. D'accord, bah, écoute, c'était très intéressant. Je pense qu'on pourrait continuer, pendant des heures. En fait, Dernière question. Oui, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. J'ai une petite question. Philippe, merci pour la présentation. C'était fort intéressant. Il y a une chose qui m'a étonné, quand vous avez parlé des limitations de la réutilisation. Oui. C'est fort dommage parce que côté DITA, c'est un des fonctions clés, je dirais. Oui. Pour vous, d'après ton expérience, est-ce que ça c'est un effet des bords des règles qu'ils ont mises en place sur le 1000D ou est-ce que c'est fait exprès? Non, c'est fait exprès. En fait, la contrainte, j'ai expliqué ça au début, un projet 1000D, c'est un intégrateur des OEM et les prestataires. Et les données doivent être échangées, c'est-à-dire ce qu'on livre, c'est pas le livrable, ce sont les données XML. Et pour garantir que tout le monde utilise la 1000D de la même façon, il a été décidé de limiter les périmètres de réutilisation. Parce que, tu vois, dans Dita, on peut faire ce qu'on veut, quoi, grosso modo. C'est fantastique et ça donne une souplesse au système. Là, la 1000D, c'est pas la souplesse, c'est pas ce que j'utiliserai pour définir la 1000D. Je vais être clair, voilà. Donc, c'est dit. Voilà. Et donc, par contre, ce qu'on veut, c'est on peut pouvoir réutiliser certains types d'informations. Donc, on va dire, voici l'information qui est réutilisable. Et c'est ce que j'ai mis ici. Voilà, ici, tu vois, il y a à peu près une quinzaine de composants qu'on peut réutiliser, qu'on peut stocker dans des bases de références qui sont des data modules. En fait, on a des topics qui servent à construire des références et à réutiliser les contenus. Oui. Mais c'est limité à ça. Effectivement. Après, tu as bien sûr le classique de la réutilisation du data module dans différentes publications. Hein. Mais bon, ça, je l'ai pas. Oui, je l'ai mis, mais voilà. Mais effectivement, c'est relativement restreint par rapport à ce que tu peux faire à MID. Et notamment, on ne parle pas du tout de référence indirecte. Oui, ok. Très bien. Très bien. Écoute, on pourrait continuer pendant des heures. Est-ce que je pense qu'on en reste là? Oui. Donc, puis si vous avez envie d'en discuter avec moi, de continuer la discussion parce que vous voulez en savoir un petit peu plus, on peut toujours mettre en place des présentations. Hein. On peut faire des tips ensemble. Voilà. Moi, mon objectif, c'est d'évangéliser autour des 2 normes et effectivement non pas de construire le pont d'un point de vue technique, parce que je n'ai pas nécessairement la compétence technique XML, mais de la construire d'un point de vue process et métier. Et donc, c'est des choses dont on peut discuter et que je ferai remonter vers vous s'il y a une volonté de la MID de créer des ponts. C'est ce fameux pont-là, Trouble-Water, ça peut être intéressant côté SBD de relancer la discussion. Avec une expertise, à la fois une expertise technique et une expertise process.
Très bien. Donc, pour Voilà. répondre à Gaspard, les slides seront partagés et le recording aussi, enfin, pardon, l'enregistrement aussi. Donc, Voilà. l'enregistrement sur notre site et puis les slides seront partagés sur le site, via le site aussi. Voilà, voilà. Juste Gaspard, pour ton info, je pense que tu es au courant, mais j'ai discuté déjà avec Bruno et notamment de comment intégrer la 1000D dans les frameworks de FuTopics. Si un jour tu veux en rediscuter, c'est un projet open, hein, projet sur lequel on pourrait mettre un stagiaire éventuellement, hein, un stagiaire commun, un stagiaire Très commun. bien. Voilà. On Bien. sera en contact. On en Ouais, reparle. exactement. Ok. Merci à tous pour avoir été là. Merci à ceux qui sont encore là. Ouais. Et à très bientôt. Donc, je rappelle, donc Dita en terrasse au mois de juin et prochain webinaire sur les revues dans d'ici un mois.